Le podcast que vous allez écouter traite de ce que l'on considère encore comme la dernière guerre civile en France, la Commune de Paris. Les tenants et les aboutissants sont nombreux et d'une grande complexité pour comprendre ce qu'était la semaine sanglante marquant la fin de la Commune. D'ailleurs, les historiens débattent toujours sur le nombre exact de victimes qui sans doute ne sera jamais déterminé. L'idée n'est donc pas de perdre les auditeurs et auditrices dans le millefeuille de l'histoire, bien des documents et des vidéos expliquent plus précisément ces faits qui divisent encore conservateurs et révolutionnaires. J'espère que ce podcast vous donnera le désir de vous y plonger. Comme dans la veine de mes autres épisodes, c'est ma fascination pour des lieux chargés d'histoire où ont vécu nos aïeux qui motive le désir de vous raconter ces événements. Le tout en essayant de vous faire ressentir des émotions avec honnêteté intellectuelle. Du sang sous Montmartre, c'est le 12e épisode des podcasts de Monsieur Loïc. Bonne écoute. Le dimanche 21 mai 1871, l'armée du pouvoir exécutif d'Adolphe Thiers pénètre dans un Paris qui vit en vase clos. Durant une semaine, des Français vont massacrer d'autres Français. L'histoire retiendra cet événement glaçant sous le nom de la Semaine sanglante. Ce sera l'épisode final de l'insurrection populaire de la Commune de Paris. Hommes, femmes, enfants, vieillards, tout ce qui peut paraître hostile à l'armée de Versailles sera fusillé, exterminé partout dans Paris. On forme des files et on rassemble celles et ceux que l'on nomme des communards pour y faire résonner les fusils en tout lieu. On tire à Montmartre, au Jardin du Luxembourg, à la butte aux Cailles, jusqu'à se battre entre les tombes du Père-Lachaise. Les corps tombent en masse, le sang se répand inexorablement et sécrète son odeur féreuse mêlée à celle de la poudre noire en fumerolles. La butte Montmartre en sera un point stratégique avant même la construction du Sacré-Cœur. Qui, un instant, peut se figurer qu'à cet endroit précis étaient entreposés des canons que les Parisiens retiendront de force contre l'État et qui mettra le feu aux poudres d'un événement de l'histoire des plus sanglants de la fin du XIXe siècle. Il faut que nous remontions le temps. Pour cela, nous allons mettre de côté le décor que vous connaissez de près ou de loin. Pierre après pierre, effaçons le Sacré-Cœur, arrachons l'herbe, ôtons çà et là des immeubles, réinstaurons des moulins à vent, entreposons les canons sur la butte et réinsufflons la vie au squelette des communards. Nous voilà revenus le 18 mars 1871 à 6h du matin. C'est le moment où tout va basculer dans un contexte social des plus explosifs. Car depuis des mois, la France, et surtout Paris, vit une période très mouvementée. À la suite d'une provocation d'Otto von Bismarck, Napoléon III déclare la guerre à la Prusse à l'été 1870. Une aubaine pour redorer son blason dans un moment où sa crédibilité est remise en question. Une méthode qui a fonctionné avec la guerre de Crimée, puis la guerre d'Italie, jamais 203. Mais rien ne se passe comme prévu. À partir du 20 août 1870, l'armée du général Bazaine est coincée en Metz et le 1er septembre, l'armée française reçoit une déculottée sans pareille. Napoléon III en personne est capturé. Il capitule à Sedan le 2 septembre, scellant dans sa chute la fin du Troisième Empire. Plus de régime, plus de pouvoir. Sont alors organisées en toute hâte des élections avec les députés républicains. Dès le 4 septembre, la République est proclamée avec l'établissement d'un gouvernement de défense nationale. Qu'il soit révolutionnaire ou modéré, tout le monde se met d'accord. Il faut protéger le territoire, surtout qu'Otto von Bismarck réclame l'Alsace et la Lorraine. Le 19 septembre, les Prussiens arrivent aux portes de Paris et au lieu de l'attaquer, en font le siège pendant plus de 6 mois, étant moins nombreux que les 500 000 hommes qui la défendent. L'espoir est de mise puisque l'on attend de toute la France des renforts pour converger vers Paris. Léon Gambetta, alors maire de Montmartre, part en montgolfière au pied de la butte, survole les lignes ennemies et parvient à se rendre à Bordeaux pour faire appel à une ressource majoritairement rurale. Mais tout le territoire est mal préparé. En plus, les paysans restent indifférents au sort de Paris. Personne ne vient. À Metz, les soldats encerclés se rendent aux Prussiens.
L'espoir de Paris laisse place à un fort sentiment d'abandon. Pour ne rien arranger, l'hiver qui s'ensuit est terrible. Comme si ce siège ne suffisait pas, le froid mord les chairs, on crève de faim, le travail manque jour après jour au point de vendre des rats et d'y faire passer les chevaux. Mais pour les bourgeois, ce n'est pas le même menu. Les restaurants chics arborent une opulence ostentatoire et l'on s'autorise des mets exotiques. Les animaux de la ménagerie du Jardin des Plantes sont dégustés, éléphants compris. L'inaction militaire du gouvernement et les maladies 5 fois supérieures qu'en temps de paix ne font que renforcer la hargne des Parisiens, surtout que la ville est bombardée pour mieux saper le moral des résistants. Le 22 janvier, une émeute éclate à l'hôtel de ville pour empêcher le gouvernement d'envisager la capitulation. 5 morts et une vingtaine de blessés sont à compter et qu'à cela ne tienne, l'armistice est signé le 28 janvier. Aussitôt, les forts de Paris sont livrés à l'ennemi et l'armée française doit se désarmer comme convenu. Sauf la garde nationale purement parisienne, une forme de milice sous Napoléon III composée de civils en appui de l'armée et bien plus proche du peuple que du gouvernement puisque tous quasiment sont ouvriers. Par cet armistice, il est aussi prévu une élection nationale et c'est là qu'Adolphe Thiers rentre en scène, élu par une majorité de républicains conservateurs. D'obédience monarchiste, il a peur de ternir son image auprès de ses pairs, la classe bourgeoise. Défiance et déception de la population qui tenait à garder sa ville en dehors des mains des Prussiens, surtout que ceux-là même sont autorisés à défiler sur les Champs-Élysées pour célébrer leur victoire. Thiers accepte même de céder l'Alsace et la Lorraine et en plus de payer des indemnités de guerre. Une humiliation cuisante pour les Parisiens. Les plus aisés arrivent à s'en sortir, beaucoup s'en sont allés, mais pour la majorité des habitants de classe ouvrière, c'est la misère. En résumé, les Prussiens occupent le pays, le gouvernement affaiblit le peuple et Paris, qui s'est forgé un esprit de défiance par son siège, est en colère. Pour enfoncer le clou, elle perd son statut de capitale, le gouvernement s'établit à Versailles un symbole des plus royalistes. C'est par les canons entreposés sur la butte Montmartre que la commune va commencer. Payés par leur argent, les Parisiens conservent leurs fusils et surtout leurs canons. C'est le symbole de leur résistance. Hors de question de les laisser. Mais ce 18 mars 1871, dans la nuit froide, des détachements de l'armée régulière se mettent en marche à 3 heures du matin sur ordre d'Adolphe Thiers pour s'emparer de l'artillerie entreposée à Belleville, Ménilmontant, au Butte-Chaumont, mais surtout à Montmartre. Le 88e régiment d'infanterie monte au sommet de la butte où 127 canons sont alignés à peine gardés. Germain Turpin, un garde national, crie au qui va là, il est abattu à vue. Mais l'opération censée être discrète piétine. Descendre 127 canons d'une butte n'est pas si aisé que prévu. Les attelages de chevaux s'animent péniblement sur les pavés humides sous les giboulées. Le bruit est remarqué. Montmartre est tiré de son sommeil. Vers 6 heures du matin, les femmes, notamment celles du comité de vigilance de Montmartre, sonnent l'alarme. Parmi elles, une qui laissera son nom dans l'histoire, Louise Michel. Garde au 61e bataillon de Montmartre, ambulancière et combattante, elle fait partie de cette population pacifiste mais néanmoins révolutionnaire. La foule afflue dans le matin glacé. Elle emplit les ruelles. Des bataillons de gardes nationaux arrivent en armes. Rue des Abbesses, les Montmartroises arrêtent les attelages militaires. Elles bloquent les accès. Un grand nombre de femmes, de vieillards et d'enfants s'en mêlent et remontent les canons sur la butte. Des barricades se montent dans les rues des autres quartiers. À 9 heures, le général Lecomte ordonne à ses hommes de repousser par les armes la foule afin de prendre une bonne fois pour toutes ces maudits canons. L'improbable se produit quand les soldats refusent de tirer sur cette population avec qui ils fraternisent. En fin d'après-midi, le général est fusillé par ses propres soldats. Un autre général, Clément Thomas, subit le même sort. L'histoire est en marche. Les Parisiens des quartiers Est et Centre se soulèvent. La colère éclate. Paris est laissée à elle-même. Et les jours suivants, des élections sont organisées. La gauche la plus radicale l'emporte. Et l'on prend le nom de la Commune en référence au nom d'emprunt de Paris lors de la Révolution française. Symbole de l'insurrection, le drapeau rouge flotte partout devant l'hôtel de ville par une foule en liesse qui croit au lendemain meilleur.
Il reste cependant une bonne partie de la population à l'ouest qui n'approuve pas la commune, en grand nombre des bourgeois qui à leur tour quittent la capitale. Les sympathisants et activistes de la commune prennent le nom de fédérés ou de communards. Cette nouvelle société utopique va mettre en place des fonctionnements que l'on retrouvera bien plus tard dans l'histoire. Les ouvriers gèrent eux-mêmes les ateliers de production, les loyers sont gratuits pendant quelques mois, on envisage d'ailleurs une justice gratuite. Les salaires des instituteurs et institutrices sont doublés dans les écoles qui deviennent obligatoires, gratuites et laïques. Symbole de cette liberté reconquise, la colonne de la place Vendôme est démolie, Napoléon est à terre. Seulement Paris est toujours sous la menace des Prussiens qui ont maintenant la légitimité de la prendre. La guerre continue. Pour le gouvernement, il faut mater cette insurrection populaire, quitte à le faire dans un bain de sang. Adolphe Thiers ne souhaite pas renouveler l'erreur de fraternisation avec le peuple. Il a donc enrichi son armée en faisant libérer les soldats faits prisonniers par les Prussiens, portant le nombre de militaires à 130 000. Pourquoi pas aussi doper leur détermination par de la propagande, décrivant les communards comme des assassins, des brigands ou encore des barbares. Du côté de la garde nationale, on est trop mal organisé et on compte parmi les rangs des gardes nationaux des hommes trop portés sur la bouteille quand ils ne remettent pas en question les ordres. L'inéluctable arrive, le gouvernement veut à tout prix mater la commune de Paris. Alors, le dimanche 21 mai, les troupes versaillaises pilonnent et assiègent le rempart du Point du Jour, l'actuelle porte de Passy, pour s'engouffrer discrètement dans Paris. Aucune résistance puisque pendant ce temps, les communards et les sympathisants sont tous réunis pour un concert caritatif aux Tuileries. Selon Émile Zola, alors chroniqueur parlementaire, des groupes se forment sur les grandes voies et une partie de la population salue les libérateurs où de nombreux Parisiens hostiles à la commune laissent éclater leur joie. Pour les soldats, ordre est donné d'éliminer tout ce qui peut ressembler à un fédéré de près ou de loin. Les troupes avancent, fouillent systématiquement les maisons, procèdent sur dénonciation à des arrestations et commencent à fusiller les gardes nationaux. Sans aucune distinction, femmes, enfants, malades, vieillards sont assassinés dans les hôpitaux. Le matin du lundi 22 mai, les Versaillais occupent les 15e et 16e arrondissements, les portes d'Auteuil, de Passy, de Sèvres et de Versailles. Le reste de Paris apprend enfin la nouvelle, c'est le branle-bas de combat. Une grande partie des combattants de la commune se replient alors dans leur quartier pour le défendre, abandonnant toute lutte coordonnée sur près de 900 barricades. Elles sont édifiées partout dans Paris, mais la majorité se révèle inefficace et mal défendue. Les Versaillais tirent dessus, au canon, ou s'infiltrent dans les bâtiments pour tirer par les fenêtres, au square Saint-Jacques, dans les rues Aubert, de Châteaudun, du Faubourg Montmartre, de Notre-Dame-de-Lorette, à la Trinité, au boulevard Saint-Michel. Les Prussiens autorisent les Versaillais à traverser la zone neutre au nord de Paris, ce qui leur permet de prendre les Batignolles à revers. En fin de journée, les Versaillais occupent l'Élysée, la gare Saint-Lazare, l'école militaire où sont stationnés les canons de la commune. Le mardi 23 mai, le comité du salut public et le comité central de la garde nationale font placarder à l'intention des soldats versaillais des appels à la fraternisation. En vain, la boucherie ne fait que commencer. Tout ce qui peut avoir de la poudre noire sur les mains, quel que soit l'âge, est exécuté sommairement. 42 hommes, 3 femmes et 4 enfants ramassés au hasard sont conduits au numéro 6 de la rue des Rosiers, contraints de fléchir le genou, tête nue, puis fusillés sur le même mur où des soldats de l'armée furent tués. La résistance persiste à la butte aux Cailles, au Panthéon, dans les rues de l'Université, Saint-Dominique, Vavin, de Rennes et à la gare de l'Est. Les Versaillais occupent l'Opéra, le Faubourg Montmartre et la Concorde. Ils atteignent l'Observatoire et procèdent à des exécutions massives à Montmartre, au Parc Monceau et à la Madeleine. Partout, on rassemble, on met en file et on exécute. Dans chaque parc, chaque coin de rue, sur n'importe quel mur, et Paris se couvre de charniers. Par désespoir et pour empêcher l'armée d'avancer, les fédérés provoquent des incendies qui se poursuivent le mercredi 24 mai dans des immeubles d'habitation, rue de Lille, Saint-Sulpice et du Bac. Les dirigeants communards évacuent et font incendier l'hôtel de ville, la préfecture de police, les Tuileries et le palais de justice. Le centre de Paris est un champ de ruines et le quartier latin est attaqué. Il est occupé le soir et près de 700 défenseurs sont fusillés rue Saint-Jacques.
la poudrière du Luxembourg saute. À 12h30, le docteur Fano, à la tête de l'ambulance établie au séminaire Saint-Sulpice, est passé par les armes avec 80 fédérés. À la prison de la Roquette, les communards, à leur tour, exécutent par revanche l'archevêque de Paris et 5 autres otages. Les barricades ne tiennent plus que les 9e, 12e, 19e et 20e arrondissements et quelques îlots, notamment sur la butte aux Cailles, qui va vivre des combats intenses le jeudi 25 mai. Le lendemain, 50 personnes détenues à la prison de la Roquette, dont 11 prêtres, 36 gardes et gendarmes versaillais, sont transférés à la limite des fortifications de Paris, rue Haxo. Un peloton d'exécution les fusille, avec l'approbation de la population présente dans une rage incommensurable. Dans le même temps, le faubourg Saint-Antoine est pris par les Versaillais. Les communards ne tiennent plus qu'un quadrilatère autour du canal Saint-Martin. Les Versaillais vont jusqu'à les traquer dans le Père-Lachaise le samedi 27 mai. On combat à l'arme blanche entre les tombes. 147 communards sont conduits au fond du cimetière, dos au mur de l'enceinte, et reçoivent en pleine poitrine les balles des fusils. Pendant la nuit, les artilleurs versaillais tirent pour tenter d'incendier Belleville où les combats se poursuivent. Tout ne tient plus qu'à un fil, tout n'est que mort, que fosse commune et pavé ensanglanté. Le dimanche 28 mai, la dernière barricade des communards, dont l'emplacement reste incertain, tombe. C'est la fin de la Commune de Paris. Une semaine. Il aura fallu une semaine pour répandre le sang et mater l'insurrection de Paris. S'ajoutent à cela les sanctions judiciaires par lesquelles 3800 communards seront déportés en Nouvelle-Calédonie pour travaux forcés. Louise Michel en fait partie. Ce ne sera qu'en 1880 qu'ils seront amnistiés. Le carnage terminé, le temps reprend ses droits. Paris redevient Paris et l'épisode de la Commune tombera peu à peu dans l'oubli collectif quand la Première Guerre mondiale occultera le massacre des communards par d'autres atrocités qui laisseront des paysages décharnés. La terre ensanglantée sur laquelle étaient entreposés les canons s'est parée d'un manteau de verdure. Faut-il chercher des rares traces de ces événements tragiques, à commencer par le square devant la basilique. Il acquiert l'honneur de la mémoire retrouvée en 2004 en devenant le square Louise Michel. Le mur d'exécution au Père-Lachaise où 147 fédérés furent fusillés existe toujours sous le nom du mur des fédérés. Chaque année, y est commémoré le souvenir de la Commune. Derrière l'église Notre-Dame des Otages dans l'Est parisien, subsiste une base d'un mur où des prêtres furent fusillés et entassés dans une fosse commune. Vidée de ses corps, elle est encore visible à l'arrière de l'église. Mais le symbole le plus ambigu est l'édification du Sacré-Cœur 4 ans plus tard. Pierre par pierre, il va prendre la place qu'on lui connaît. Bien que la décision de sa construction sous le vœu national fût formulée avant la Commune, il reste un affront pour les détenteurs de cette mémoire qui y voient une reprise de l'Église pour expier les crimes des communards. Quelles que soient les convictions, conservatrices ou révolutionnaires, la semaine sanglante marque la fin d'une hérésie pour les uns et d'une utopie pour les autres. Mais il est certain que dans le plus grand anonymat, des hommes, des femmes, des vieillards et des enfants furent massacrés par une France qui les a amenés elle-même au désespoir. On retrouvera jusqu'en 1920 des cadavres sous les rues de Paris au gré des travaux de voirie. Bien que les chiffres soient encore débattus, on estime que plus de 10 000 personnes furent tuées partout dans Paris en l'espace de 7 jours. C'était Du sang sous Montmartre. Écoutez ou réécoutez les autres épisodes de la chaîne Les Podcasts de Monsieur Loïc. Si vous avez aimé, parlez-en autour de vous, d'autres épisodes suivront. À bientôt pour un nouvel épisode.